Moi, j'avais une question à vous poser sur le corps. Parce Ouais. que dans les textes que vous nous avez envoyés, j'ai été sensible au fait que vous mettez vraiment l'accent sur la question du corps. Enfin, ce signifiant corps revient souvent dans les textes, en tous les cas dans ceux que j'ai pu lire. Alors sur différents points, vous parlez du corps et de l'écriture, du corps et de la République, et aussi du corps et de la haine. À un moment, vous utilisez la formule le corps de la haine. Voilà, moi j'aurais aimé vous entendre un peu plus sur cette question du lien que vous faites entre corps et haine, puisqu'il me semble qu'effectivement la haine touche au corps de différentes manières. La haine, c'est quand même une passion dans laquelle le corps est impliqué, il y a quelque chose de viscéral dans la haine. Et par rapport aussi à celui qui est l'objet de la haine, enfin, là vous l'avez un peu déplié effectivement, mais puisque le corps de celui qu'on haït, enfin on attaque le corps bien souvent dans la haine, le corps est attaqué, le corps de celui qui est haï est attaqué. Et on le voit particulièrement là pour Jean Zay, où voilà, effectivement l'emprisonnement ne suffit pas, voilà, ceux qui le haïssent vont aller jusqu'à le tuer et même jusqu'à faire disparaître son corps. Voilà, moi j'aurais aimé vous entendre sur corps et haine. Qu'est-ce que Oui. voilà, vous pourriez... Bah, merci beaucoup pour cette question, parce que ce rapport entre le corps et la haine, en plus, il est lié à l'effacement dont on vient de parler, puisque finalement, dans la manifestation de la haine portée sur les corps, première dimension, après on pourra voir le corps de la haine, mais la manifestation de la haine portée sur les corps, en simplifiant beaucoup, il y a deux attitudes de la part de ceux qui s'emparent du corps de l'ennemi. C'est soit le montrer dégradé, Hmm. c'est-à-dire exposer des têtes, montrer que on a pris le corps et qu'on l'a dépouillé de toute humanité possible, ou que dans l'esprit effectivement du haineux, on l'a rendu à son état dégradé, tel qu'il à sa purulence, etc., enfin à sa dégradation plutôt. Et donc c'est une façon de montrer le corps tel qu'il devait être ravagé légitimement, en quelque sorte. Et je ne parle pas là de la justice spectaculaire, qui pendant des millénaires et qui parfois s'exerce encore, et qu'il s'agit soi-disant de donner une leçon, etc. Non, je parle du fait que lorsqu'on a tué quelqu'un, on va le laisser, et que l'on est avec des messages autour, des signes, etc., pour donner un sens par le corps détruit, démembré, etc., à la haine. Ou bien l'autre côté du corps du corps de l'ennemi tel qu'on le traite, ça n'est pas cette fois-ci la déshumanisation du corps, hein, c'est le fait de le supprimer. Alors, mais le supprimer totalement, c'est-à-dire le faire disparaître. Hein, et là c'est un autre, enfin, on est à l'autre bout du spectre, hein, en quelque sorte. Hein. Alors, et le cas de Jean Zay, c'est celui-là. Et alors, ça va très très loin, c'est-à-dire que Jean Zay est donc assassiné par des miliciens sur une route qui borde une forêt le 20 juin 1944. Ces assassins le font descendre de voiture et donc le mitraillent. Puis, le corps mort de Jean Zay est ensuite jeté dans un fossé qui s'appelle le Puits du Diable, même le nom de l'endroit, et il le recouvre de pierres pour qu'il ne soit pas trouvé. D'ailleurs, le corps de Jean Zay, alors ce qui est très intéressant, c'est la suite, c'est-à-dire que ce corps est retrouvé par des chasseurs 2 ans plus tard, en 1946, mais il n'est pas identifié. Mais il n'est pas identifié. Et ce n'est qu'en 1948 que on sait où est le corps de Jean Zay, parce qu'en fait, on a attrapé un de ces assassins qui a fourni un témoignage extrêmement complet de la scène de crime, de l'assassinat et de ce qu'ils ont fait au corps. Et ce qu'ils ont fait au corps, c'est le faire disparaître. Et quand même, pendant 4 ans, sa femme, sa famille, etc., n'ont pas su où était ce Oui. corps, tout en sachant dès 45, dès 44-45, que son mari était mort. C'est-à-dire que ça aussi, c'est étonnant pour nous, en quelque sorte. Madeleine Zay
a de tels liens avec son mari, elle le connaît tellement bien, etc., elle sait, lorsque toutes les personnes revenant de captivité sont revenues, que si son mari n'est pas revenu, c'est qu'il est mort. Donc, elle est sûre de la mort sans le corps. Ce qu'on revoit encore. Hein. Moi, bon, je n'ai croisé qu'une seule fois dans ma vie Madeleine Zé, c'était vraiment la fin de sa vie en 91. Je n'ai pas pu en discuter avec elle, mais et puis c'est un sujet qu'on ne peut discuter qu'en confiance, en sympathie, avec beaucoup de temps. Mais c'est une question que j'aurais, enfin, qui m'aurait passionné, enfin, de lui poser, quoi. C'est-à-dire comment on peut être sûr de la mort de quelqu'un alors même qu'il n'y a pas sa corporéité, sa preuve par le corps. Preuve que dans ce cas-là, le corps compte moins, le corps matériel compte moins que la réalité des liens que l'on avait avec un être vivant, et on sait qu'il a disparu parce qu'il n'y a plus aucun signe de vie. Voilà. Il n'y a pas besoin du corps pour qu'il n'y ait plus de signe de vie. Bon. Mais il n'empêche que ce qui nous intéresse du côté de la haine, c'est que ces miliciens vont tout faire pour masquer, mais ils vont même très loin puisqu'ils écrivent une fausse lettre à sa femme. C'est-à-dire qu'il y a dans les archives de Jean Zay une lettre envoyée en 46, je crois, enfin 45 ou 46 encore, disant ne t'inquiète pas, etc. Donc ce masquage va très très loin. Hein. Masquage, vous dites. Voilà, c'est vraiment très précis parce que d'un côté, je pense à l'affaire Calas, on est à Toulouse. En effet, c'est frappant ces spectres. On a le corps démembré, exposé. Donc là, on a une monstration de quoi il faudrait réfléchir, mais on a une monstration, en tout cas en termes imaginaires. Nous, les Lacaniens, on se repère sur ça. Le corps, c'est l'imaginaire. Donc, on a une monstration du pouvoir de l'un pris sur l'autre, et c'est montré, et c'est une sorte de rivalité. Et, bon. Et là, on a tout au contraire ce que vous nommez un masquage. Complètement. Une disparition. Donc, l'enjeu n'est pas, si je reste, je réfléchis en parlant, l'enjeu n'est pas de montrer qu'on est fort, et ni même de faire de cette personne un exemple du type, voyez ce qui vous attend si vous ne vous mettez pas au pas. C'est un autre enjeu. C'est une éradication. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire disparaître un ennemi qui est incroyablement haï. Chez les miliciens, Zé fait partie des 2-3 cibles identifiées dès la fin des années 30 comme étant le pire de ce que la France a à subir. D'accord ? Or, on est dans un moment en plus pour les miliciens qui est très particulier. Et il y a deux contextes qu'on pourrait rattacher. D'abord, c'est le contexte d'une débâcle. C'est-à-dire, il s'agit de faire disparaître derrière soi ce qu'on considère comme responsable en quelque sorte de cette débâcle, mais aussi et surtout, on ne peut pas avoir eu raison si on laisse derrière soi on les a en prison, il est là à disposition, il faut le supprimer. Mais alors, c'est vraiment le supprimer. Et donc, et la fin du régime de Vichy et du régime nazi, deuxième contexte, hein, il y a aussi cette idéologie nazie, c'est vraiment une fin extraordinairement morbide. Une fascination pour la mort qui est extrêmement forte, et pour le fait de brûler le terrain. Derrière, rien ne doit subsister. Donc c'est à la fois, et ça c'est quelque chose qu'on trouvera en Allemagne dans toute la fin de la guerre, hein, qui va jusqu'au suicide hein, de Hitler. Hitler ne se suicide pas parce qu'il aurait peur de la mort ou du procès, au sens physique, peur physique. Hein. Mais en revanche, ce monde-là ne mérite plus d'exister, donc je supprime toute existence. Mais sauf que là, c'est l'ennemi. Hein. Donc, on est dans un entre-deux quand même. C'est-à-dire que les miliciens qui se replient, parce qu'en fait, on est le 20 juin, c'est-à-dire on est après le 6 juin, après le débarquement. Donc, les choses commencent à changer. Évidemment, le vent est mauvais quand même, hein, pour ce qui est du pouvoir des miliciens, etc. Et donc, ils sont dans une logique de destruction de ce qui va leur survivre et qui ne le mérite pas.
et qui ne le méritent pas. Donc, il faut l'effacer. Alors, vous savez, ça correspond, alors il faudra aller voir de plus près, un petit peu aussi à tout le masquage qu'effectuent les nazis quant à la solution finale. On aurait pu imaginer qu'ils le mettent en avant comme une politique presque de fierté, désignant l'ennemi qu'il faut éliminer. Non, c'est masqué. Et les ordres sont donnés pour que ça soit masqué. Himmler, etc. Et c'est aussi pour ça que ça a été compliqué à prouver. Ça. L'évidence de la destruction, elle y est. Mais par où ça passe, qui donne des ordres, etc., ça a été très compliqué à retrouver parce que justement, il y a un effacement. Avec une explication que donne d'ailleurs Himmler, mais que les miliciens, je pense, partageaient d'ailleurs, c'est qu'au fond, il n'y a que l'élite qui peut comprendre que ce soit nécessaire de supprimer l'ennemi de race, l'ennemi politique, etc. Bon, alors dans le cas de Jean Zay, vous avez le contexte d'une fin de règne, pour le dire comme ça, qui est extraordinairement mortifère et avec l'éradication de ceux qui doivent, plus la haine raciale et politique qui l'environne depuis longtemps. C'est-à-dire que vous avez quelque chose qui se décumule dans la situation de fin de guerre. Parce qu'on aurait pu se dire pourquoi ils ne l'ont pas tué avant, par exemple. Il y a un moment quand même, c'est un moment particulier. Il est en prison depuis des années quand il est tué. Depuis 4 ans, il est en prison, mais le pouvoir des miliciens dans l'État de Vichy date de janvier 1944. C'est à partir de janvier 1944 que c'est leur chef qui est nommé ministre de l'Intérieur. Donc ministre de l'Intérieur, ça veut dire aussi ministre des prisons. Donc depuis janvier 1944. Mais il y a une accélération en juin, parce qu'en juin, le débarquement change la donne. Et encore une fois, ça change le futur de ces miliciens. Et du coup, ils veulent, enfin, il ne s'agit pas de. Donc, c'est un masquage de leur responsabilité, si vous voulez, mais c'est aussi l'élimination du corps de l'ennemi jusqu'à en faire disparaître la trace, pas simplement la trace du corps, mais la trace du fait même qu'on puisse retrouver le corps. Enfin, oui, c'est ça. On sent bien qu'il y a dans cette disparition. C'est une mise à l'abîme incroyable, hein, pour le coup, Oui. là la disparition du corps, mais au carré. Enfin, et c'est très. Ça, c'est chez C'est-à-dire que la disparition de la trace est encore plus forte que la disparition du corps. Vous mettez ça au-dessus, oui, il y a encore. Ça c'est pas banal. Hein. Alors, c'est pas banal. Pour nous, on a raison de ne pas le trouver banal. Et effectivement, dans la mentalité de ce petit monde que sont les miliciens français et dans la mentalité de ce qu'est le système et le fonctionnement nazi, on le retrouve de plusieurs façons. Hein. Mais vous le retrouverez aussi dans notre régime totalitaire. Regardez la façon, pour ce qui est du pouvoir stalinien, qui est d'effacer jusqu'à l'existence sur des photos. Allez, le corps, on va l'enlever de photos aussi. Quand vous dites la trace, vous avez raison. Ça va jusque-là. C'est-à-dire que l'adversaire politique ou celui qu'on a éliminé, on l'a éliminé physiquement, d'accord, mais en plus, on va éliminer son image. Jusqu'à son image. C'est pas la même chose. C'est vraiment ce point qui est pour moi là aujourd'hui très enseignant et tout à fait nouveau. Au fond, la mort n'est pas le dernier mot de la haine. Au-delà de la mort, il y a des traitements de l'objet corps hyper forts symboliquement. Ah oui. Je garde cette image que soit on attaque l'image, on montre l'image abîmée, trouée, avilie. C'est ça. C'est une dimension. Je ne dis pas qu'elle est meilleure d'ailleurs, parce que dans le pire, je pense que les critères de meilleur n'existent pas. Mais il y a cette dimension de montrer ce qui est fait et la notion, alors, disons, un autre degré qui n'est pas pris dans l'imaginaire, qui est au-delà, qui est de faire disparaître l'imaginaire, c'est-à-dire le corps même, sa présence, sa visibilité, son existence, et notre degré dans la pulsion de mort, quoi. Oui, si on voulait même aller avec un néologisme qui vaut ce qu'il vaut, il y a d'un côté le corps avili et d'autre côté le corps dévili, c'est-à-dire enlever même de ce qu'est la possibilité. L'avilissement laisse une corporéité quand même. Alors que si vous... Il n'y a même plus le corps. Alors je dis dévili, ça n'existe pas, mais ouais, ce que je veux dire, c'est une dévidence du corps.